Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Ndoye, ex-secrétaire général de la LD-MPT, mais aussi membre fondateur de la LD Debout. Bienvenue à vous, M. Ndoye. Merci beaucoup pour votre invitation et meilleures salutations à tous vos auditeurs. Merci. Mamadou Ndoye, le retient que vous êtes un enseignant de profession. D'ailleurs, votre apport a été crucial lors des États généraux de l'éducation et de la formation en 1981. Ancien secrétaire général du Sud-Est, vous êtes aussi ancien secrétaire général de l'UDEN que vous avez eu à diriger durant 14 années. Mamadou Ndoye a aussi été ministre de l'Éducation de 1993 à 1998 au plan politique, membre de la LD depuis la clandestinité. Vous avez coiffé ce parti de juillet 2013 à avril 2017, date à laquelle vous avez démissionné. Depuis le 17 février 2018, Mamadou Ndoye figure sur la liste des membres fondateurs de la LD Debout. Est-ce suffisant pour vous introduire? Je crois que c'est largement suffisant. Après avoir porté sur les fonds baptismaux la LD Debout le 17 février 2018, où en êtes-vous sur le plan formalisation au plan administratif? Oui, je dois d'abord dire que la LD Debout a été l'initiative de jeunes du parti qui ont pris leurs responsabilités face à une situation qui était devenue intolérable et qui ont décidé de mettre en place. Mon rôle dans ce domaine a été un rôle de soutien et un rôle d'accompagnement. Et ce qui fait que ces jeunes ont tenu leur congrès et ont mis une nouvelle direction en place. Et c'est cette direction qui s'occupe évidemment de ce travail. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre sur le processus administratif en ce qui concerne le dépôt des documents et tout cela, puisque je ne suis ni dans le secrétariat, ni dans la direction en général. Donc c'est les membres de la direction qui pourront vous répondre sur ce sujet. Et quel est votre rôle dans cette formation? Je vous ai dit, mon rôle est un rôle de soutien et d'accompagnement des jeunes. En fonction, évidemment, de leurs demandes et de leurs besoins. Oui, mais vous n'êtes pas actif. Je ne suis pas actif, je ne sais pas ce que c'est être actif dans ce sens, mais ce que je peux dire, c'est que s'ils me demandent de participer à une conférence, je le fais. S'ils me demandent de participer à une mission, je le fais. S'ils me demandent d'aller vers la base pour les aider à un niveau, je vais à la base pour les aider. Pourquoi pas être le président d'honneur donc de la LD Debout? Mais non, je crois que ça, il faut laisser les jeunes prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons pendant longtemps occupé des responsabilités et fait ce que nous devions faire. Aujourd'hui, des jeunes ont décidé de prendre le relais et de se mettre en avant. Et je crois qu'il faut éviter de les gêner ou d'essayer de se substituer à eux. Oui, pourtant le porte-parole de la LD, Moussa Sarr, note que le parti vous attend au tournant pour entamer une action de justice. Comment vous vous y prenez pour parer à cette éventualité? Moi, je ne pense pas parer à une quelconque éventualité. Pour cette raison simple que mon raisonnement, nous avons été ensemble dans un seul et même parti. Nos chemins divergent, chacun a pris son option et maintenant c'est terminé. Pour moi c'est terminé. Je n'ai pas à regarder derrière pour savoir ou à regarder devant si on aura un contentieux quelque part. Ah, il faut s'y attendre. Oui, non, mais il faut s'y attendre. Je ne m'y attends pas du tout parce que je ne vois pas ce que nous pouvons avoir comme contentieux. C'est deux organisations indépendantes, tout à fait indépendantes. Je ne vois pas quel contentieux nous pouvons avoir. Et pour l'utilisation de la couleur du parti, vous allez changer de couleur? Il faut regarder ces jeunes, de ce point de vue, ont fait ce qu'il fallait faire pour être distingués de la LD en tant que telle. Oui, vous avez pris les précautions. Moi, ils ne sont pas dans cette logique de confrontation avec. Ils sont dans la logique aujourd'hui de se battre sur les problèmes du pays. Pas dans la logique de guerroyer avec d'anciens camarades.
Ça n'a aucun sens. Oui, d'anciens camarades avec qui les chemins se sont séparés. Voilà, c'est tout. En marge de votre congrès, finalement, vous avez retenu la dénomination LD Debout. Pourquoi? Ça, il faut demander ça aux responsables, c'est-à-dire les jeunes. Ils pourront vous expliquer pourquoi ils ont choisi cette appellation de LD Debout. Moi, je ne suis pas intervenu dans l'appellation. Ils ne vous ont pas consulté? Ils m'ont consulté, mais à chaque fois qu'ils me consultent, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis mon avis et je m'en arrête à ça. C'est à eux de décider. Oui. Avec cette fronde au sein de la LD, n'êtes-vous pas tenté de dire que l'histoire se répète? Pour comprendre, sous Wade, il y a eu le cas Mbaye Diack, ex-numéro 2 de la LD, et sous Macky, il y a l'affaire Mamadou Ndoye, donc l'entreprise de captation ne date pas seulement de la deuxième alternance. Oui, je crois qu'il faut distinguer quand même. Le grand problème qui se pose souvent dans ces alliances-là, c'est que si on ne fait pas attention, on s'enlise dans l'alliance. Il y a des gens qui s'enlisent et d'autres qui refusent de s'enliser. Moi, je fais partie des gens qui refusent de s'enliser dans une telle alliance. Je ne fais pas partie des gens qui s'enlisent dans l'alliance. Oui. Voilà. Pourquoi ce choix? Mais pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, là où va le pays, je ne suis pas d'accord avec les options politiques qui sont faites. On va y revenir, mais est-ce que ce ne sont pas les délices du pouvoir qui ont eu raison sur la gauche? En clair, la résistance gauche a été vaincue par le pouvoir libéral instauré depuis 2000 au Sénégal. Ce n'est pas seulement un pouvoir libéral. Je crois que ces choses ne datent pas de maintenant. Si on regarde l'histoire du Sénégal, il y a eu plusieurs éléments de gauche qui sont allés vers le pouvoir. Dans l'histoire du Sénégal, ça ne date pas du régime libéral. Mais cela s'est accentué depuis 2000. Oui, c'est possible parce que, comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, l'idéologie alimentaire dans la classe politique est devenue plus forte. Et elle est presque dominante. Les gens créent même des partis pour pouvoir aller demander leur part du gâteau. Cette idéologie donc alimentaire est devenue plus forte au Sénégal et elle touche beaucoup plus de gens. Oui, est-ce qu'elle n'a pas eu raison sur les courants comme la gauche ou bien la droite? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience permet de faire face à des situations à risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'approche du pouvoir, c'est un vrai risque de tomber dans de tels comportements. Mais il y a des gens qui ont la résilience pour pouvoir résister à ça et rester eux-mêmes, et d'autres qui n'ont pas cette résilience et qui tombent. Comment faire pour résister dans ce cas? Je crois qu'il y a des facteurs d'abord de conviction personnelle, mais aussi il y a des facteurs d'éducation, il y a des facteurs d'attachement à une identité politique qui explique l'engagement qu'on a sur le champ politique. Tout cela intervient. Oui. Comme on parle d'argent, qui gérait les 4 millions octroyés par le président Macky Sall durant votre mandat à la tête de la LDMPT? C'est au niveau de la caisse du parti et du trésorier. Oui. En tant que secrétaire général, comment avez-vous eu à cautionner de tels actes? Cautionner quoi? Je n'ai pas cautionné. Ces 4 millions que l'on donnait à la LD. Il n'y a pas de caution. Par mois. C'est à moi qu'on donnait les 4 millions. J'ai déjà expliqué ça très clairement. Ce n'est pas même au parti qu'on donnait les 4 millions, c'est à moi. C'était destiné à vous personnellement? À moi personnellement. En foi de quoi? Non, attendez, comme d'autres leaders de la coalition. Donc c'était à moi que c'était destiné. J'ai refusé de prendre ça pour moi. Et j'ai décidé que je n'y toucherai pas et j'ai demandé à quelqu'un du parti chaque mois d'aller prendre les 4 millions et d'aller les mettre dans la caisse du parti. Mais ces 4 millions étaient destinés à moi. Et pourquoi ne pas les refuser au lieu de les donner au parti? Parce qu'il y a plusieurs façons de penser. Il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont dit, quand on leur a donné ça, ils ont retourné ça. Moi, j'ai fait l'option de ne pas retourner. Pourquoi?
Parce que d'abord, c'est un argent qui n'est pas de l'argent sale. C'est au contraire de l'argent public voté pour le président de la République qu'il utilise à sa guise. Donc, quand on me donne cet argent et que moi, je considère que je ne dois pas prendre cet argent personnellement, j'ai décidé en même temps de transférer ça à une cause politique à laquelle je crois. Et si cette cause, pour que vous compreniez bien, si cette cause politique même avait refusé l'argent, je ne vais pas retourner cet argent parce que je trouve qu'il sera mieux utilisé par une organisation humanitaire ou bien par une organisation en faveur des défavorisés et j'aurais transféré l'argent là-bas. Oui, si je comprends bien, vous n'êtes pas la seule personne à avoir cet argent au sein de Benno Bokk Yakaar. Tous les chefs de partis politiques en bénéficient. Je ne dis pas que tous les chefs, je ne le dis pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des leaders qui ont eu la même chose que moi. Oui, est-ce que ce n'est pas une forme de corruption? C'est possible, mais dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Oui. Parce que je ne me suis pas tué. J'ai dit ce que je devais dire à chaque fois, et quand il a fallu rompre, j'ai rompu. Oui. Dans le camp présidentiel, on parle de frustration de votre part, étant donné que le chef de l'État vous a refusé le poste de ministre d'État. Alors, j'aimerais bien vous donner l'occasion de répondre à une chose qui m'amuse beaucoup. Ah oui? Ah oui, ça m'amuse beaucoup. Vous savez, je n'ai jamais demandé à Macky Sall un seul poste. Je ne parle pas de ministre d'État, mais pas un seul poste. Et je le dis tout haut, dans toute notre alliance, je ne lui ai jamais demandé un seul poste. Donc pas le poste de ministre d'État. Alors pourquoi ils ont parlé de cela? Si vous voulez, parce que, vous savez, on m'a accusé de faire des révélations. Je n'ai jamais fait de révélations. Parce que ces 4 millions, la révélation vient de la presse. C'est la presse qui a écrit que chaque année, la LD reçoit 48 millions et que c'est l'utilisation de cet argent qui est la divergence entre Mamadou Ndoye et ses camarades. C'est la presse qui a écrit ça. Quand Baye Omar m'a interpellé sur la question, j'ai clarifié. Mais beaucoup ont dit j'ai fait des révélations. Je n'ai pas fait, la révélation est venue d'eux. De qui? De votre camp, de votre parti ou bien de la majorité? Quand la presse sort ça, il y a bien une source. Oui. Pour moi, la source, elle est claire. Parce que je ne suis pas la source. Oui. Voilà. Donc pour moi, la source elle peut provenir de votre parti? Non, non, ça je ne sais pas. Mais la source pour moi est très claire. Parce que si c'est quelqu'un de notre parti, il ne dirait pas que c'est l'utilisation de cet argent qui est la divergence entre moi et mes camarades. Donc pour moi, ça ne vient pas de notre parti. Donc elle vient du camp présidentiel. Donc en tout cas, celui qui a fait la révélation, ce n'est pas moi. C'est celui qui a dit ça, qui a fait une révélation. Et moi, j'ai clarifié quand on m'a interpellé. Oui. Vous aussi, vous m'interpellez sur ce que Seydou Gueye a dit. Oui, parce que c'est Seydou Gueye qui l'a dit. Effectivement. Et je vais parler de ça aussi clairement. Quand j'ai été élu secrétaire général de la LD et que je suis allé voir le président de la République, notre discussion n'était pas une discussion de poste. Notre discussion était sur l'évolution des relations entre nos deux partis. Et quand nous avons terminé cette discussion, c'est le président de la République lui-même qui m'a dit « Mamadou, je ne peux pas te donner un poste de ministre d'État. Je n'ai pas abordé moi. » C'est lui qui a pris l'initiative d'aborder la question de poste. En me disant qu'aujourd'hui, autour de moi, tout le monde me demande un poste de ministre d'État. Or... Les alliés? Je ne sais pas qui. Oui. Je rapporte ce qu'il m'a dit, je ne sais pas qui. Tout le monde me demande un poste de ministre d'État.
les 2 postes de ministre d'État ou les 3 postes que j'avais donnés, c'était sur le plan historique et par rapport au contexte. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas le faire. Ce que je te propose, c'est ça. Ce que j'avais dit très clairement. Les 4 millions par mois. Non, vous prenez un poste de ministre conseiller ou vous prenez 4 millions par mois. J'ai donc expliqué très clairement ça. Mais oui. Moi, de ma bouche... Est-ce que vous avez refusé? Non, attendez un peu. Oui. De ma bouche n'est jamais sorti une demande ou une revendication de ministre d'État. Celui qui le dit ne dit pas la vérité. Et est-ce que vous avez refusé cette offre de ministre conseiller? J'ai expliqué déjà. Il faut que j'explique de nouveau peut-être. Mais ce n'était pas sur nos antennes. Oui, mais j'ai expliqué déjà. Oui. J'ai expliqué que moi, l'option était très claire. Lorsqu'on me donne la possibilité, en tant que responsable moral d'un parti, de ne pas être ministre, je prends cette possibilité. Pourquoi? Parce que je serai plus libre de parole. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu le poste de ministre conseiller. Oui. Est-ce que cela n'a pas créé une frustration chez vous, le fait que, en tant que parti allié du président, vous ne puissiez pas avoir un poste de ministre d'État, accéder à cette fonction de ministre d'État, comme c'est le cas avec Ahmed Dansokho et le professeur Abdoulaye Bathily, votre Je ne sais pas si ça existait comme frustration dans mon parti, personne ne me l'a jamais dit. Et moi, personnellement, ça n'a jamais été un motif de frustration pour moi. Oui. Quelle a été l'attitude du professeur Abdoulaye Bathily dans cette crise qui sévit au sein de la LD? Ah, ça, il faut lui demander. Ah, mais je vous demande, vous. Non, moi, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Je ne peux pas. Il n'a pas réagi? Il n'a pas pris son bâton de pèlerin pour essayer de recoller les morceaux, arrondir les angles? Je ne peux pas vous dire quelle a été son attitude. Il faut appeler Abdoulaye Bathily et lui demander. Pourquoi vous avez tourné le dos au président Macky Sall? Simplement, d'abord, pour des raisons liées à mon parti. Nous avons décidé depuis un temps qu'il fallait repositionner notre parti sur ses valeurs, qui sont des valeurs de justice sociale, de solidarité. Et ensuite, redynamiser notre parti. Or, en choisissant une voie que j'appelle une voie parasitaire, on affaiblissait notre parti. C'est quoi une voie parasitaire, selon vous? Je peux le dire de manière assez vulgaire en répétant quelqu'un. Nañu la ngamul rot ñu for. De manière vulgaire. Il y en a qui le disent autrement. Si nous ne collons pas à eux, nous n'aurons rien. Alors, donc, il y a cet aspect-là que nous, on ne voulait pas. Deuxièmement, il y a quand même des questions graves qui commencent à se poser dans ce pays-là. Nous avions à l'époque dénoncé la question de la famille, ce qui nous avait valu une sanction d'un de nos camarades, le porte-parole Moussa Sarr. Il y a eu la question du pétrole, avec ce qui s'est passé et qui est totalement inadmissible. Et il y a eu de plus en plus aussi, au niveau démocratique, des prises de position de l'État par rapport à la démocratie que nous ne partagions pas. Oui. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'estimais, pour ma part en tout cas, que nous ne pouvions plus coller, nous ne pouvions plus faire ce que certains appellent ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Oui. Et c'est cet ancrage-là que nous avons critiqué. À propos, l'on s'apprête à boucler l'ancise du magistère de Macky Sall ce 25 mars. Quelle appréciation faites-vous sur sa gouvernance? La gouvernance en tant que telle a été une mauvaise gouvernance.
Et il y a eu plusieurs illustrations de cette mauvaise gouvernance. Et en dernier lieu, Oui. les rapports de l'ARMP qui sont sortis, avant les rapports de l'OFNAC, montrent bien le type de gouvernance qui sévit dans ce pays. Mais ce type de gouvernance, si on veut vraiment caractériser cela, c'est que l'attachement au pouvoir politique est plus fort que le désir de construire le pays. C'est-à-dire? Prenons les postes de développement que contrôle le pouvoir. Il y met des gens. Si la construction du pays était la première préoccupation du pouvoir, ces gens-là, on va les juger sur la base de critères d'efficacité en ce qui concerne les problèmes de développement. Mais c'est Macky Sall lui-même qui prend la parole publiquement pour dire qu'il va les juger sur leurs résultats électoraux. Et c'est très grave. C'était lors des locales de 2014, Ouais, tout d'abord. en tout cas, c'est très clair, il l'a dit et répété. Oui. Et par conséquent, la préoccupation du développement n'est pas la première préoccupation du pouvoir actuel. C'est se reproduire en tant que pouvoir qui est la première préoccupation. Oui. Et ça ne construit pas un pays. Ok. L'ALD Debout milite-t-elle dans l'initiative pour des élections démocratiques? Oui. Oui, ce regroupement de l'opposition qui voudrait que le processus électoral puisse se passer d'une manière très limpide. Oui, c'est une excellente initiative parce que le pouvoir ne laisse pas d'autre alternative que de se battre pour cela. Lorsque nous avons fait les élections législatives, tout le monde a vu les imperfections de l'organisation des élections. Elles étaient nombreuses. Donc la première chose à faire aurait été de faire un bilan sérieux pour voir comment mettre en place des dispositifs qui vont faire que ces choses ne se reproduisent plus jamais. Mais le pouvoir ne s'occupe pas de ça. Oui. Les cartes électorales qui n'étaient pas distribuées et qui ne sont pas toujours distribuées. Et on fait tout pour ne pas les distribuer. Mieux que ça, on les distribue sous des formes discriminatoires. Si vous êtes un électeur APR connu, on vous amène la carte chez vous dans votre maison. Ah oui? Bah oui, c'est ce qu'on fait. fait. Il y a des électeurs à qui on a amené la carte bien juste entendu, chez eux. Oui. Au Sénégal. Je vous dis qu'il y a des électeurs qui ont reçu leur carte dans leur maison. D'autres sont en train de faire des marathons infinis sans pouvoir accéder à leur carte. Comment vous pouvez expliquer ça? Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est une bataille qu'il faut mener. Et l'autre bataille que mène l'opposition, à savoir l'éviction de Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur, ou bien qu'il n'organise pas les élections. Le ministère de l'Intérieur s'est discrédité avec les élections législatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'était pas avec Aly Ngouille Ndiaye. Le problème, ce n'est pas la personne. Oui. On ne parle pas de la personne, je dis bien le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur s'est discrédité avec l'organisation des législatives. Et par conséquent, il n'est pas question pour l'opposition d'accepter la reproduction de ce qui s'est passé pendant la législative. Aly Ngouille Ndiaye a exactement les mêmes positions que Daouda Diallo, exactement. Il n'y a aucune différence. Wade avait cédé à la pression de l'opposition autant en 2012, mais Macky Sall, il dit qu'il va maintenir Aly Ngouille Ndiaye pour l'organisation des élections. Vous savez, comment vous l'appréciez? Les batailles, c'est toujours des rapports de force, les batailles politiques. Tant qu'il a le rapport de force pour lui, il peut résister et maintenir ce qu'il veut. Si le rapport de force change, il est obligé de se plier. Et donc, le problème aujourd'hui, le grand défi de l'opposition,
c'est comment créer un rapport de force favorable. L'opposition s'achemine vers un 23 juin bis. Est-ce possible? Ça, je ne sais pas si c'est possible. Oui. Parce que la reproduction des événements, généralement comme telle, n'arrive presque jamais dans l'histoire. C'est d'autres contextes avec d'autres caractéristiques et par conséquent, personne ne peut arriver, comme personne ne pouvait prévoir d'ailleurs ou prédire le 23 juin. Oui. En 2011, il y a eu des morts, juste même au début de l'année 2012. C'était au cours de ce rapport de force entre pouvoir et opposition, notamment avec la candidature contestée pour un troisième mandat de Maître Abdoulaye Wade. Cette opposition que vous constituez en tant que parti de Benno Bokk Yakaar, qui sont maintenant au pouvoir, est-ce que c'est la même avec cette opposition regroupée au sein de l'IED? Vous savez, les forces sont en train de se joindre sur cette question de bataille pour les élections. Et effectivement, de plus en plus, les forces vont se joindre. Parce qu'on est bien obligé de mutualiser nos efforts pour avoir des élections transparentes. Et peut-être cette mutualisation, plus elle s'élargit, plus elle va permettre de créer un rapport de force favorable. Donc, je suis pour cette mutualisation. Vous y militez? Oui, je suis pour la mutualisation. Êtes-vous prêt à participer au... Bien entendu, bien entendu. Okay. Je suis pour. Prochainement, la représentation du peuple se penchera sur 2 lois portant modification de la Constitution et du Code électoral. Quel est votre mot par rapport à ce que cette opposition qualifie de forcing? Il y a un forcing, pourquoi? On a organisé une concertation nationale. On a dit que l'opposition significative n'y a participé, mais il y a des gens de l'opposition qui ont participé. On n'est pas arrivé à un accord autour de cette concertation sur un certain nombre de questions. Ça a été amené au président de la République. Et le président de la République a tranché en faveur de son parti. Maintenant, ce qui reste, c'est de se battre. Parce que même ceux qui étaient allés à cette concertation en pensant qu'on pouvait faire confiance au président de la République, aujourd'hui peuvent regarder la réalité en face et se dire que ce n'est pas cette concertation qui va régler le problème, ce sont les luttes qui vont régler ce problème. Et je crois que ces luttes vont s'engager. Maintenant, le contenu. Il y a ce problème de parrainage. Oui. C'est un problème très sérieux. Jusqu'ici, un parti politique reconnu comme tel avait le droit aux élections de présenter son candidat ou ses candidats selon le type d'élection. Il n'y avait aucune condition. Aujourd'hui, on dit que ces partis-là ne peuvent pas présenter sans avoir été parrainés. C'est totalement absurde. Et les arguments qui sont avancés sont encore plus absurdes. Une question de légitimité. Premier argument. Non, ce n'est pas la question de légitimité. Le premier argument qui est donné, c'est l'argument de l'équité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on traite de la même façon les candidats indépendants et les candidats des partis politiques. Si c'est ça l'équité qu'on cherche, on n'avait qu'à enlever le parrainage pour les candidats indépendants. Comme ça, tout le monde est traité de la même façon. Oui. Parce que la Constitution, la nouvelle Constitution, reconnaît la possibilité pour les candidats indépendants d'être à toutes les élections. C'est ce que dit la nouvelle Constitution. Oui. Donc, traiter équitablement, enlevons le parrainage pour les candidats indépendants. Deuxièmement, les dépenses que ça crée. C'est eux qui veulent ces dépenses. Parce que les gens
parce que toute l'opposition est d'accord sur le bulletin unique, au lieu d'un bulletin par candidat. C'est eux qui veulent un bulletin par candidat. Donc c'est eux qui veulent qu'on dépense plus pendant ces élections-là. Donc cette question d'économie, c'est un argument qui est tout à fait farfelu par rapport à leur option. Oui. Parce que si on voulait être économique, on prendrait le bulletin unique. Oui. Et les 1% que l'on requiert pour chaque candidat, c'est-à-dire 65 000 à 70 000 signatures. Vous savez, on l'a mis au compte de ce qu'on a appelé la rationalisation. Oui. Vous ne pouvez pas attendre la veille d'une échéance électorale pour rationaliser. Si on veut, comme la Constitution la demande, la rationalisation des partis politiques, il faut s'asseoir et discuter sur les conditions de cette rationalisation en dehors de tout calcul électoral. Mais aujourd'hui, oui, qu'est-ce qui prévaut dans toutes les options du gouvernement? Ce qui prévaut, c'est les calculs électoraux. Oui. Rien que les calculs électoraux. Oui. Toutefois, l'État promet de revoir à la baisse le montant de la caution. Pourquoi revoir à la baisse le montant de la caution et dire en même temps que je veux diminuer les frais? C'est plein de contradictions. Oui. Et j'aimerais vraiment, sur ces questions-là, que les gens organisent de véritables débats avec les tenants du pouvoir pour que nous puissions parler de ces questions. Là, c'est déjà dépassé puisqu'il y a des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est pas dépassé. Il y a rupture du dialogue politique. Oui. Non, il n'y a pas rupture du dialogue politique, il n'y a pas eu de dialogue politique. Sur quoi dialoguer après que l'on vote ces lois? Oui, il n'y a pas eu de dialogue même politique. Ils faisaient semblant. Ils cherchaient une caution, simplement pour des décisions qui étaient déjà mises sur la table avant. Ah oui. Et donc, ce n'est pas... C'était un simulacre de Mais il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est clair. Je crois que même ceux qui pouvaient s'y tromper, maintenant, ne s'y trompent plus. Pourtant, on reproche à l'opposition dite significative d'avoir boycotté cette concertation. Et si elle avait participé pour un tel résultat, qu'est-ce que ce serait? L'opposition a raison, parce que l'opposition a été déjà bernée dans un premier dialogue. Quand on est berné une fois, on demande des garanties avant d'aller une deuxième fois. Et ces garanties n'ont jamais été données. Au final, seriez-vous surpris si, à la présidentielle, Macky Sall se retrouve face à des candidats taillés sur mesure? Disons, entre ce qu'il veut et ce qui va arriver, il y a un énorme fossé. C'est-à-dire? Ce qu'il veut, c'est passer au premier tour. Parce que tous ces calculs, c'est pour passer au premier tour. Et ils sont un peu dans l'impasse à ce niveau. Parce que depuis les législatives, avec le nombre de voix qu'ils ont enregistrées, ils voient bien que Macky ne peut pas passer au premier tour. Son électorat, c'est... De loin. Donc, à l'heure actuelle, si c'est le même électorat, il sera au deuxième tour. Et donc, leur problème, c'est comment grignoter pour pouvoir avoir un électorat et en même temps affaiblir les adversaires pour qu'ils en aient le moins possible. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que les cartes électorales soient distribuées. Parce que dans leur hypothèse, ceux qui n'ont pas reçu les cartes électorales, c'est ceux qui ont voté contre eux. Dans leur hypothèse. Oui. Donc s'ils votent, ce ne sera pas à leur profit. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Et le gouvernement, à l'heure actuelle, et le président surtout, est en train d'aller partout pour essayer de ratisser des voix par-ci et par-là, essayer de déboucher tel ou tel. Mais ça, c'est pas suffisant. Oui. Justement, à propos de la présidentielle, au niveau de la LD Debout, quelle posture avez-vous envisagée? Je ne peux pas répondre au nom de la LD Debout, mais je peux répondre pour moi personnellement, ce que je vois. Nous avons fait 2 alternances, en 2000
et en 2012. À chaque fois, ceux que nous avons élus n'ont pas tenu leur promesse de rupture qu'on attendait. Avec Abdoulaye Wade, on attendait des ruptures qu'on n'a pas eues. Avec Macky Sall, on attendait des ruptures qu'on n'a pas eues. Maintenant, notre problème, c'est comment sortir de ce cycle où on élit des gens pour qu'ils fassent la même chose que ce que les gens ont fait. Et nous disons pour en sortir, oui, il faut aujourd'hui d'abord que nous ayons un véritable programme alternatif. Ça a été fait avec les assises nationales. Les assises nationales ont donné des orientations pour le changement dans le pays. Mais les assises nationales ne sont pas positionnées politiquement pour rompre à partir de l'accès au pouvoir politique. Maintenant, le problème, c'est l'accès au pouvoir politique pour faire la rupture. Et nous disons qu'il faut un programme alternatif très précis, oui, où nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et que ce programme soit traduit par une feuille de route disant à tel moment, voilà la réforme, à tel moment la réforme, à tel moment la réforme. Et baliser ainsi ce que j'appelle la période de transition qui va nous amener à un autre système que le système que nous avons à l'heure actuelle. Oui. Et ce système, il est piégé. Par quoi? Parce qu'il y a un président qui est un véritable roi. C'est-à-dire, il est le seul pouvoir en réalité dans le pays. Le pouvoir législatif n'existe pas. Il obéit totalement au pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Et donc, dans cette situation-là, nous avons un homme qui non seulement a la capacité de décider ce qu'il veut, a la capacité de prendre les ressources des Sénégalais, les ressources du pays, et de mettre ça là où il veut, même quand les Sénégalais ne sont pas d'accord. Et tant que ce sera comme ça, nous ne sortirons pas de l'ornière. Quel est le schéma que vous proposez? Il faut rompre avec ce présidentialisme, ce type de présidentialisme. Vous voulez un régime parlementaire? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il faut que les contre-pouvoirs existent. Aux États-Unis, il y a un présidentialisme. Mais les contre-pouvoirs sont évidents. Le président, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Trump a vu ses décisions cassées par la justice, ou contrées par le Sénat. Nous n'avons pas ça. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui gagner au Sénégal pour avoir un véritable état de droit. Et c'est cet état de droit qui permettra en même temps d'approfondir la démocratie sénégalaise. Nous ne pouvons pas approfondir la démocratie sénégalaise tant qu'il y a un homme qui décide de tout. Oui. Ce qui veut dire que la notion d'état de droit est une utopie au Sénégal. Ce n'est pas utopique puisque nous nous battons pour. Mais ce n'est pas une réalité. Oui. C'est clair que ce n'est pas une réalité. Le fonctionnement de la justice, on en parle. Avec ces affaires pendant, on s'achemine vers le verdict du procès de la caisse d'avance à la mairie de Dakar, en l'occurrence de celui du maire Khalifa Sall. C'est un exemple de ce que je viens de dire. Oui. Si Macky Sall veut vous mettre en prison, il décide de vous mettre en prison, il vous met en prison. Ah oui, oui. Ah ben bien sûr qu'il vous met en prison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec quels moyens? À quels moyens? Il va vous charger de quelque chose dont vous n'êtes même pas au courant. Et on vous prend, on vous amène. Je vous donne deux exemples, ou un exemple. Oui. Nous avons eu un camarade qui était à Kébémer. C'était le secrétaire général de la fédération de Kébémer. Le maire qui était sur place a décidé de vendre les terres des populations. 10 000 hectares. Ce camarade a organisé les populations pour se battre contre cela. Oui.
on l'a accusé d'avoir fait bouger quelque chose et surtout d'avoir détruit. Ah oui? Au tribunal, le gardien de ces biens-là qu'on prétendait détruits a témoigné qu'il n'y a rien de détruit. Malgré tout, on l'a condamné. Et malheureusement, il est mort en prison. Malheureusement. Alors, Oui. Khalifa Sall, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Macky Sall est allé le voir Oui. pour lui dire, écoute Khalifa, il faut que cette fois-ci que tu me laisses me présenter seul. Et la prochaine fois, tu pourras te présenter. Et je voudrais quand même traiter avec toi de ça. Oui. Khalifa a refusé. Et lorsqu'il a refusé, Macky Sall a demandé à l'inspection générale d'État d'aller voir chez Khalifa Sall. Lorsque l'inspection générale d'État est revenue avec son rapport, Macky a déposé ce rapport auprès du tribunal, auprès du procureur. Oui. Et c'est là que l'affaire Khalifa a commencé. Khalifa est un prisonnier politique, il n'est rien d'autre. Il a été arrêté sur une base politique. S'il avait accepté le deal avec Macky, il serait libre. Comme d'ailleurs les partisans de Macky l'ont dit. Oui. Quelqu'un comme Baye Ndiaye, tout le monde l'a entendu. Que si Khalifa avait accepté le deal, il n'aurait pas connu ces problèmes-là. Oui. Pour ce qui concerne le verdict de son procès, vous vous attendez à quoi? Je m'attends à rien du tout. Ce que je dis, c'est que si il est condamné, on l'aura condamné de façon arbitraire. Et il faudra continuer à se battre pour sa libération. Ça fait partie de nos batailles. Le même cas donc que Karim Wade qui a été détenu d'une manière arbitraire. Je ne parlerai pas de ça parce que aujourd'hui, c'est Macky Sall qui a créé cette situation. Au départ, Oui. lorsqu'il a lancé la bataille contre l'enrichissement illicite, moi je fais partie des gens qui ont soutenu cette bataille. Parce que pour moi, c'était une bataille pour la bonne gouvernance. Ce n'était pas une bataille pour liquider des adversaires politiques. Mais par la suite, avec tous les dossiers qu'on a triés pour voir qui on pouvait amener, qui on ne pouvait pas amener, ceux qui ont dit que c'était une bataille politique ont eu raison. Et ça, c'est Macky qui l'a amené. Mais bien sûr, oui. C'est son comportement qui donne du crédit à ce qui s'est passé avec Karim. Oui. Et si Karim parle de retour au bercail et d'une possibilité d'être candidat à la présidentielle, serait-il possible? Ça, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si la loi lui permet ou ne lui permet pas, parce qu'il a été condamné, mais je ne sais pas. Oui. Éducation, on en parle avec cette crise qui perdure en mettant à profit votre expérience en la matière. Que faire pour sauver l'école sénégalaise? Vous me posez une question tout à fait difficile parce que oui. Que faire pour sauver l'école sénégalaise? C'est difficile de le dire aujourd'hui. Pourquoi? C'est difficile de le dire parce que la lutte entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement est arrivée à un niveau tel que dénouer la crise est très compliqué. Et les deux, à mon avis, vont s'entendre difficilement parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes logiques. Le gouvernement est dans la logique « je fais des efforts en fonction des moyens que je peux mobiliser ». Ce qui semble être une logique normale. Je fais des efforts en fonction des moyens que je peux mobiliser. Les syndicats, de leur côté, se disent qu'ils ne font pas les efforts qu'il faut
parce qu'on le voit tous les jours gaspiller des ressources qui auraient pu régler nos problèmes. Et c'est là où les deux logiques vont se rencontrer difficilement. Et c'est vrai que quelquefois, on a un gouvernement qui se comporte comme si on était un pays riche, alors qu'on n'est pas un pays riche, et qui par ailleurs dit aux gens qui revendiquent que nous ne sommes pas un pays riche, il faut tenir compte de ça. C'est cette contradiction qui est difficile. Oui. Et quand les syndicats d'enseignants voient aujourd'hui avec les contrats de la fonction publique qu'il y a des contrats avec 5 millions par mois, 6 millions, les gens parlent même quelquefois de certains contrats qui vont jusqu'à 16 millions par mois, ils voient ça. Et vous leur dites, non, vous, là, on ne peut pas aider. Des directeurs, vous voulez parler des salaires? Je ne parle pas de directeurs, je parle des contrats. À l'heure actuelle, oui, au-delà des fonctionnaires en tout cas, on est en train, surtout dans les agences, de faire des contrats oui, à des gens. oui, Et ces contrats-là, c'est des salaires faramineux. oui. Après la mort du petit Fallou Diop à Rufisque, l'État s'érige en bouclier pour stopper les rapts et meurtres d'enfants. Alors, le phénomène existe bel et bien en Guinée-Conakry, mais aussi en Côte d'Ivoire. N'y a-t-il pas lieu de coordonner les actions sécuritaires? Oui, moi je ne sais pas ce qui se passe en Guinée. Ce sont les mêmes cas, Oui, oui. des rapts et suivis de meurtres d'enfants. Oui, mais nous devons réfléchir à notre problème d'abord. Parce que si on veut coordonner, il faut d'abord savoir ce qu'on va faire. Et pour savoir ce qu'on va faire, il faut analyser les causes. Quelles sont les causes? Dans quel pays sommes-nous pour qu'on se mette à tuer des enfants et à les démembrer? Dans quel pays sommes-nous? Je vous disais tout à l'heure, c'est que quand un pays entre dans une situation qui devient inacceptable, il se passe toutes sortes de choses que personne ne comprend. Et malheureusement, notre pays est là. Et ces problèmes, ce sont des symptômes de la crise du pays. C'est des symptômes. D'abord, celui qui tue, qui va trouver un enfant pour le tuer, celui-là, dans quel état mental il se trouve? Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui de nos jeunes? Qu'est-ce que nous leur avons donné comme perspective? Et pourquoi les jeunes tombent aujourd'hui dans la désespérance jusqu'à devenir des délinquants et des criminels? Il faut que nous nous posions ces questions-là. Il faut que nous nous posions des questions de notre éducation. L'éducation familiale, l'éducation de la communauté, l'éducation du système. Cette éducation-là, est-ce qu'elle prépare les jeunes à avoir les comportements qu'il faut, qui respectent le minimum? Et le minimum, c'est la vie humaine. Le minimum, le respect de la vie humaine. Oui. Ce minimum. Qu'est-ce que l'éducation a fait pour cela? Et enfin, il faut mettre la responsabilité de l'État en avant. Dans un pays où il existe des zones de non-droit et des zones d'insécurité extrême, c'est que le pouvoir en place ne fait pas son travail. Parce que ça lui revient. Oui. Le pouvoir ne fait pas son travail. Cette semaine, à Kigali, 44 États africains ont mis sur pied la zone libre de libre-échange continental. Êtes-vous emballé par cette idée si l'on sait que l'Union africaine ne pèse pas de tout son poids dans le continent? La construction de l'intégration africaine est un objectif. Et c'est un objectif, pour moi, non seulement que je partage, mais que j'essaie de promouvoir partout où je suis. Et cette étape me semble aller dans le bon sens. Dans le bon sens de manière générale
parce que ça va vers la construction de l'unité africaine, Oui. premièrement, mais dans le bon sens aussi au plan économique. Nos produits manufacturés, nous ne les exportons pas pour l'essentiel ni en Europe ni en Asie. Nos produits manufacturés, nous les exportons dans les autres pays africains. Ça signifie que le commerce interafricain, s'il s'intensifie, c'est au profit de l'industrialisation de l'Afrique. Parce que nous sommes dans l'apprentissage en matière d'industrialisation. Nos produits ne peuvent pas compétir sur le plan international. Par contre, dans le commerce intra-africain, nous avons la possibilité de vendre ces produits. Et ça peut créer une dynamique en faveur de l'industrialisation. Même si le Nigeria n'y participe pas. Oui, il y a eu des réticences internes. Le président du Nigeria veut prendre le temps de discuter avec les acteurs et de voir ce qui est possible. Et laissons-lui le temps de rejoindre les autres. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption portant sur le financement de sa campagne présidentielle avec les fonds libyens en 2007. Dans ce cadre, Wade, père et fils sont cités. Irez-vous jusqu'à espérer que l'affaire puisse atterrir en justice ici au Sénégal? Le problème que nous avons, c'est parce que en France, lorsque des éléments probants sont posés sur la table, on peut inculper n'importe quel acteur politique. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Dans notre pays, il peut y avoir des éléments probants sans que la justice ne bouge. Le procureur qui a l'habitude de s'autosaisir rapidement sur des choses qui concernent l'opposition ne s'autosaisit pas dans ces cas-là. Et pourtant, il devrait s'autosaisir. Oui. Alors, Sarkozy, maintenant, ce qu'il a fait, c'est tous les présidents français, ou l'essentiel des présidents français, sont passés par là. Hein. Il y en a, lui, c'était Kadhafi, d'autres, c'était avec Bongo, etc. On sait que les mallettes, comme ils le disent, les mallettes circulaient entre l'Afrique et la France, ce qui n'est pas compréhensible. D'ailleurs, c'est plutôt de l'autre côté ce que devaient venir les mallettes. Oui. Mais nos chefs d'État, comme je dis, puisqu'ils sont des rois, et ils ont tout le budget de l'État entre leurs mains, ils en font ce qu'ils veulent. Oui. Il n'a pas été chanceux, donc, Sarkozy. Bah, il a essayé de s'en sortir, parce que les Libyens l'accusent d'avoir attaqué la Libye pour détruire toutes ces preuves-là. Bon. Je vous remercie, Mamadou Ndoye. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de la LD-MPT et membre fondateur de la LD Debout. On s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci beaucoup. Et merci. Puis, oui. Merci aussi à vos auditeurs. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop qui, d'une main experte, a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.